Je suis Jean-Marie Courant et je vais vous parler d'un projet mené depuis l'École des Beaux-Arts de Lyon, Blanche ou l'oubli. Je voudrais remercier toute l'équipe du CNAP pour cette invitation et plus particulièrement Véronique Marié. Le projet dont je vais vous parler est collectif. Je voudrais donc mentionner ses principaux acteurs. John Morgan, graphiste anglais, enseignant depuis peu à l'Académie d'art de Düsseldorf. Alexandre Balguiou, Catherine Guiral et moi-même, tous trois graphistes enseignants à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon. L'agence londonienne 6A Architects et plus particulièrement Tom Emerson qui est intervenu en amont du projet. Olivier Vadreau, designer et scénographe, également enseignant aux Beaux-Arts de Lyon. Catherine De Smet, qu'il n'est pas besoin de présenter ici, est également intervenue régulièrement dans notre projet. Cette liste n'est pas exhaustive. Je vais essayer ici de rendre compte brièvement d'un parcours de recherche, c'est-à-dire de la façon dont s'est construit notre projet. Ce projet a été mené pour partie dans le cadre d'une école d'art, l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon, mais aucun d'entre nous n'ayant bénéficié de décharges de cours ou d'allocations de recherche, ce projet a souvent été mené en marge de nos différentes activités de graphistes, de designers, d'architectes et d'enseignants. C'est dire que cette recherche a été menée de façon extrêmement discontinue. Je tenais à indiquer cela, qui explique la chronologie un peu lâche de ce projet. Ce projet est né d'une discussion entre John Morgan et moi-même. Nous avons d'abord constaté notre intérêt partagé pour cette sorte de monument éditorial qu'est la collection Blanche des éditions Gallimard. Puis nous nous sommes étonnés que l'histoire de la Blanche n'ait jamais été menée de façon approfondie du point de vue de sa mise en forme graphique. Quelques mois plus tard, John Morgan a été invité à participer à une manifestation dédiée à la typographie. Il avait carte blanche, sans jeu de mots, pour proposer une exposition. C'était une bonne occasion pour nous de nous pencher attentivement sur la Blanche. Nous avons convenu avec John que l'essentiel du budget qui lui était alloué pour l'exposition serait consacré à l'achat de volumes de la Blanche, qu'il fallait qu'il obtienne des organisateurs que nous puissions récupérer les ouvrages après la fin de l'exposition, et qu'ils deviennent notre propriété commune. En échange de quoi, je m'engageais à aider John à rassembler ces ouvrages. Je proposais également à John qu'Alexandre Balguiou nous rejoigne dans ce projet. En quelques semaines, nous avons rassemblé un peu plus de 400 volumes de la Blanche qui couvraient la quasi-totalité de l'histoire de la collection. L'exposition donc on voit ici qui se tenait dans le cadre d'une biennale dédiée à la typographie qui se déroule à Séoul. Donc cette exposition s'est tenue à la fin de l'été 2013. Faute de temps, cette première exposition ne fut pas accompagnée d'un appareil critique très développé. Cette exposition aura été l'occasion pour nous de constituer un premier corpus d'ouvrages qui nous a permis de prendre la mesure des évolutions graphiques de la couverture de cette collection. Au terme de l'exposition, nous avons récupéré le corpus à l'Ensbalion afin de pouvoir l'étudier. Nous avons alors, au cours de l'automne 2013, précisé les contours de notre projet de recherche. Une chose nous a semblé frappante en parcourant certains ouvrages consacrés à l'histoire de la Blanche. Plusieurs auteurs insistent sur le fait que l'aspect de la collection a peu changé au cours de son histoire. Il est vrai qu'il existe certains invariants, le rouge et le noir, le papier blanc cassé des couvertures, le cadre composé d'un filet noir et d'un double filet rouge. Pourtant, une rapide observation des couvertures des premières décennies de la collection nous permettait de constater des variations qui ne nous semblaient pas négligeables. Différents modèles de couverture semblaient avoir jalonné l'histoire de la collection, qui chacun renvoyait une conception différente de la typographie du livre et témoignait sans doute de certains infléchissements du projet éditorial. Par ailleurs, il était assez frappant de confronter l'image canonique que nous avons de la Blanche aujourd'hui avec cette forme instable des premières décennies de son histoire. C'est que nous considérons aujourd'hui cette couverture comme un archétype. Nous avons souhaité nous intéresser à la façon dont cette collection, l'aspect de sa couverture une fois stabilisé, a pu se mettre à incarner l'idée même de littérature. Et si ce caractère métonymique de la Blanche repose pour partie sur l'aura du catalogue de l'éditeur, nous pressentions que quelque chose dans la mise en forme de sa couverture avait dû contribuer à cette efficacité métonymique. Il nous a très tôt semblé qu'il fallait regarder cet objet, la Blanche, dans sa forme stabilisée,
comme le fruit d'une lente sédimentation, et que cette couverture, dans sa forme canonique, propose une synthèse assez accomplie de quelques ingrédients essentiels de notre patrimoine éditorial et typographique. Emmanuel Tiblou, directeur de Lens-Balion, nous a rapidement proposé de solliciter une aide du ministère pour pouvoir poursuivre notre recherche. Nous en avons obtenu une en 2014 qui nous a permis de bien amorcer cette recherche. Un volet important de notre projet a consisté à trouver une façon de schématiser l'évolution des couvertures de la collection. L'évolution pouvait porter sur de nombreux points. Variation des caractères typographiques utilisés sur les couvertures, variation dans la manière de les combiner, de leur associer une couleur, variation dans l'agencement de ces différents éléments, variation des contenus, variation du format, variation de la couleur du papier. Après avoir modélisé plusieurs types de schématisation de ces différentes variations, nous avons pu constater la chose suivante. Que l'on prenne en compte tous les paramètres de variation formelle des couvertures, ou que l'on ne prenne en compte que celui du caractère utilisé dans la composition du titre, les résultats obtenus sont un peu de choses près les mêmes. Nous avons donc décidé de ne rendre compte de l'évolution des couvertures qu'au moyen de ce seul critère, celui du choix du caractère utilisé dans la composition du titre. Cela supposait que nous identifions l'ensemble des caractères utilisés. Ce travail considérable a toutefois été rendu plus aisé par le fait que ces caractères ont principalement deux origines. Dans les premiers temps de la Blanche, les caractères proviennent pour l'essentiel du catalogue de l'American Type Foundry. Puis, à partir du début des années 20, à de très rares exceptions près, les caractères utilisés proviennent du catalogue de la fonderie de Bernie Peignot. Ce travail d'identification a été facilité par le fait que nous avons acquis des catalogues de ces deux fonderies. Je vous montre ici une première schématisation de ces évolutions. Elle est encore assez sommaire. Elle sera prochainement affinée et surtout elle sera mise à jour. En effet, ce schéma a été réalisé à partir de notre premier corpus d'ouvrages, celui qui a été exposé à Séoul. Or, celui-ci n'est pas représentatif d'un point de vue statistique. Les quantités d'ouvrages dont nous disposons pour chaque période n'étaient pas indexées sur la quantité d'ouvrages parus sur cette période. Donc, un de nos récents chantiers a consisté à compléter notre corpus pour lui donner une réelle représentativité statistique. Mais j'y reviendrai. Je voudrais juste vous donner une première analyse de ce que révèle, malgré ses imperfections, ce premier schéma. Je vais d'ailleurs le mettre en parallèle avec un autre schéma qui dénombre pour chaque période de 5 ans les imprimeurs qui ont pris part à la fabrication des ouvrages. Je vous explique rapidement là, ce schéma. En fait, les striures de couleurs correspondent à différentes catégories de caractères utilisés dans la composition des titres. La première zone bleue, là, qui se trouve à gauche, en gros comprise entre 1911 et 1921. En bas, on a l'indication donc des années. Vous voyez en fait que l'écart qu'il y a entre les années, en gros, une unité vaut pour un livre de notre corpus. Donc en fait, quand il y a beaucoup d'espace entre deux décades, enfin quand une décade prend beaucoup de place, c'est juste qu'on a beaucoup d'ouvrages qu'on avait beaucoup d'ouvrages dans notre corpus qui correspondaient à cette décade. Mais ça permet quand même de voir un peu comment par décade, comment se répartissent un peu les choix de caractères. Donc sur la première décade, on a quelque chose d'assez unifié. Ensuite, on voit que, en gros, de 1921 à 1900, on va dire 61, si on voit par décade, on a une grande diversité de caractères utilisés dans la composition des titres des couvertures. Puis, à partir de 61, une forme d'unification du choix des caractères. La première période est celle des éditions de la Nouvelle Revue Française. La direction éditoriale, donc 1911 jusqu'après la Première Guerre mondiale. Évidemment, les contours des périodes ne sont pas dessinés de manière extrêmement précise, mais les zones qui peuvent apparaître là correspondent quand même assez bien à différents moments de l'histoire de la maison d'édition. Donc la première période est celle des éditions de la Nouvelle Revue Française. La direction éditoriale de la revue, fondée en 1908, et celle des éditions initiées en 1911, étaient alors unifiées. Le groupe qui dirige la revue et les éditions est pour l'essentiel constitué d'écrivains rassemblés autour d'André Gide. L'échelle de cette structure est modeste. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les ouvrages sont produits à de rares exceptions près par l'imprimeur belge Verbeek, qui imprime également la revue.
Le caractère alors utilisé est le Cheltenham, qui donne à la couverture une tonalité Art and Craft, curieusement combinée avec le cadre d'inspiration néoclassique qui fait un peu l'identité visuelle de la blanche. Cette première couverture est conçue par Verbeek, dans un dialogue étroit avec Gide, le jeune Gaston Gallimard récemment recruté, et Paul Claudel, dont L'Otage est l'un des 3 premiers ouvrages publiés sous cette couverture. Cette couverture, donc celle des débuts, celle qui crée cette zone un peu unifiée, est à l'image du projet du groupe de la NRF, de cette sorte de rigorisme moral qui le caractérise, qui s'accompagne d'une défiance à l'égard des excès du commerce. On peut le lire dans la correspondance, les correspondances entre les différents acteurs du projet. La seconde période, donc disons qui va de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 50, début des années 60, démarre en quelque sorte avec la fondation de la maison d'édition Gallimard. Gaston Gallimard a pris la tête des éditions, va construire une entreprise commerciale de grande envergure en diversifiant très largement, dès les années 20, les activités de la firme. Pendant cette période, la direction éditoriale de la revue et de la maison d'édition vont devenir plus autonomes, l'une par rapport à l'autre. Ce changement d'échelle correspond bien sûr à une évolution de la stratégie commerciale de la maison d'édition. Des activités rentables, notamment dans le domaine de la littérature et de la presse populaire, vont se développer dans le but de soutenir financièrement un programme éditorial exigeant. Mais cette diversification affecte aussi la blanche, dont les contours se brouillent un peu. Il faut d'ailleurs rappeler que la blanche ne sera mentionnée comme collection dans le catalogue de la maison d'édition qu'à partir de 1948. C'est-à-dire qu'avant la blanche, c'est le catalogue général. C'est tout ce qui n'est pas inscrit dans une collection. Ce développement s'accompagne d'une augmentation notable du nombre d'imprimeurs impliqués dans la production des ouvrages. C'est-à-dire que quand on superpose les 2 schémas, on s'aperçoit que dans les périodes de grande diversification des modèles de couverture, on a aussi beaucoup plus d'imprimeurs qui interviennent. Il ne s'agit pas de dire que l'un est directement la conséquence de l'autre, mais ça participe d'une même, d'une même approche générale de la conception des couvertures et de la conception de ce qu'est la blanche. La troisième période, qui s'amorce vers la fin des années 50, se distingue par une volonté évidente d'unifier la collection. Elle s'accompagne d'une rationalisation des activités éditoriales et de la production des ouvrages. Par exemple, toutes les activités dans la presse et magazines vont être abandonnées dans l'après-guerre. En 1958, Massin rejoint les éditions Gallimard. En 1961, il est nommé directeur artistique. Donc on voit que tous ces éléments convergent. Je ne sais pas très bien par quoi conclure. Un des chantiers auquel nous nous attelons déjà et nous allons nous atteler encore, c'est celui d'identifier l'origine des didones utilisées dans la composition des couvertures, et particulièrement celle-ci, qui a été retenue au moment un peu de la stabilisation de la collection, qui n'est plus celui utilisé aujourd'hui. Il a été remplacé par un caractère numérique qui est assez différent de celui-là. Et l'origine de ce caractère, on ne l'a pas encore repéré, dans la mesure où, comme vous le savez tous certainement, le catalogue d'Eberny-Peignot hérite d'une longue et complexe généalogie de fonderies au XIXe siècle qui se sont associées, qui se sont dissociées. Et du coup, le fonds que d'Eberny-Peignot a rendu disponible à partir de sa fondation dans les années 20 est constitué de tout un ensemble de caractères hérités de fonderies antérieures. Donc un des projets qui est le nôtre, c'est d'essayer de repérer à quel moment apparaît cette didone, ce caractère gras serré, comme il est baptisé dans le catalogue de Berny. Quant à la diffusion, on a plusieurs chantiers. Un site internet qui est en cours de développement et qui présentera l'intégralité du corpus et qui peut être vu vraiment comme une sorte d'outil. Les étudiants en design d'espace du master ont développé un dispositif d'exposition, donc dans l'hypothèse où nous trouvions un endroit pour exposer le projet. Et d'autre part, un projet d'édition est en cours en association, en étroite collaboration avec John Morgan. Et certains de nos étudiants sont donc impliqués dans ce projet d'édition qui, on l'espère, verra le jour en 2017 ou 2018. La restitution de l'ensemble de nos recherches devrait également se faire sous la forme d'articles.